Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous allons nous poser une question. Un misérable peut-il toujours être honnête? C'est la réflexion de ce vendredi matin. Je vais commencer par Roger Kiek de Kiki. Roger Kiek, nous parlons donc des misérables et nous voulons savoir s'il peut toujours être honnête. Je vous passe la parole. C'est difficile pour un misérable d'être honnête. Quelqu'un qui a perdu sa dignité d'être humain. Quelqu'un qui est banni, peut-être banni de la société. Est-ce qu'il peut être honnête? Ça va être difficile. Je vais rentrer dans le dictionnaire français pour lire que un misérable est une personne malheureuse et malchanceuse qu'on a presque pitié d'elle. On peut avoir pitié d'un pauvre misérable qui a été licencié pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. Le mot misérable vient du vieil anglais, c'est un anglicisme, personne bannie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est banni, vous avez déjà vu quelqu'un qui est banni, il souffre même de rejet. Tout le monde le rejette. Est-ce qu'il a de la dignité? Est-ce qu'il peut se mettre au-dessus de la mêlée? Un misérable n'a plus rien à perdre parce qu'il a presque touché le fond. Et c'est difficile de demander à quelqu'un qui a touché le fond, qui est rejeté par tout le monde, qui est banni, qui est refoulé, de se permettre un certain nombre de valeurs dans sa vie en société. N'est-ce pas? Une femme qui a été bannie, est-ce qu'elle peut avoir de la dignité? Est-ce qu'elle peut encore bien se comporter? Est-ce qu'elle peut encore se soucier du sens moral, de la valeur morale, de la symbolique de la moralité? Et là, je voulais justement vous poser la question. Est-ce que c'est parce qu'on est misérable, parce qu'on est pauvre, qu'on s'éloigne de la morale? Très bien. Alors, on peut être un homme digne et être fier de sa condition, même quand on n'a rien. Là, c'est le paradoxe. Parce que quelqu'un qui est banni, c'est quelqu'un qui subit le rejet de la collectivité, de la société. C'est différent de quelqu'un qui est né dans une condition et qui se dit que moi, je suis fier de ma condition. Moi, quand j'étais élevé tout petit, ma mère, j'aime bien la citer, ma mère a plus de 75 ans, elle est toujours là. Elle m'a toujours dit, tu sais, fiston, accroche toujours ton sac au niveau où ta main peut arriver pour le décrocher. C'est des valeurs morales. Et puis, un parent, l'ancien ministre Aboué Mathieu, vous le connaissez, mon père, il m'a dit 3 fois, attends toujours que ce qui est à toi te soit donné. Attends toujours comme un orphelin que ce qui est à toi, ce qui t'est dû te soit donné. Ne pas prendre ce qui n'est pas à toi. Ne pas prendre ce qu'on ne t'a pas donné. Et s'il nous suit, ça va le faire marrer, mais il me l'a toujours. Parce qu'en réalité, l'éducation africaine permet de transmettre un certain nombre de valeurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous autres, on est éduqués différemment. On nous transmet des valeurs, on nous transmet un certain nombre de choses. Ce qui fait que moi, je suis un battant personnellement. J'ai toujours su repartir d'en bas pour remonter. Et comme dit quelqu'un, je me suis fait tout seul. Je me suis battu pour obtenir, y compris la respectabilité, y compris la crédibilité, c'est-à-dire le capital crédit étant construit. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours obligé de subir le bannissement. On n'est pas toujours obligé de subir le rejet. On peut se battre pour prouver que on a des capacités, on a de la valeur, on a des potentialités et qu'on peut être différent du regard. On peut imposer un regard différent de celui que les gens ont sur nous. Et vous avez souvent vu, chaque fois que quelqu'un a de l'argent, on ne se demande pas comment il a fait pour avoir de l'argent. N'est-ce pas? Très bien. Tout le monde vient le célébrer parce qu'il y a la réussite. Mais la réussite nécessite un travail extraordinaire. Pour réussir, il faut travailler. Et je pense que nous sommes souvent dus, en tant que ceux qui regardent, le regard de la société est souvent violent. Nous devons comprendre les autres. Nous devons apprendre à tenir les autres par la main pour les sortir de leur situation. C'est difficile quand on est rejeté. C'est difficile quand on est misérable d'exister, d'essayer d'exister parmi les autres.
Merci Roger Kiek de Kiki pour votre premier regard. Je vais passer la parole au docteur Essomba. Docteur, une fois de plus, vous avez une bonne posture par rapport à ce sujet. Pourquoi j'ai dit bonne posture? Parce que vous employez plusieurs personnes, des centaines de Camerounais, et vous avez connu toutes sortes de catégories d'individus, des employés qui ne souffraient pas beaucoup, mais des employés qui souffraient moyennement, et des employés aussi qui tiraient le diable par la queue. Alors, lorsque vous avez managé toutes ces personnes, lorsqu'on est misérable, est-ce que c'est facile d'être honnête? Je vais prendre un exemple banal. Hein? Vous venez au travail à France Fanon, vous avez 5 000 francs dans vos poches, on vient de faire sortir ton enfant de l'établissement parce qu'il faut verser la dernière tranche qui s'élève à 32 000. Et vous voyez comment un paquet d'argent d'un monsieur qui va devant vous tombe. Le monsieur ne s'en rend pas compte. Lui part et vous prenez le paquet d'argent, vous vous rendez compte qu'il a un minimum 100 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes misérable, vous avez des problèmes. Vous prenez cet argent ou alors vous allez voir le monsieur qui vient de laisser tomber, entre guillemets, son sac pour lui remettre son argent. Oui, je vais courir lui remettre son sac. Mais avant de répondre fondamentalement et sincèrement à votre question, permettez-moi quand même de convoquer le concept en lui-même. Questionnons un peu le concept. Le vocable misérable rappelle l'idée de misère. Ouais. Et quand on parle de misère, on sous-entend deux préoccupations, deux principes essentiels qui structurent la notion de misère. Il y a d'abord cette attitude de pitié. Vous êtes un homme qui fait pitié. Et en plus, vous êtes aussi un état de pauvreté avancé. Et ce qui est intéressant, quand on parle de pauvreté, on parle de dénuement. Vous n'avez rien. Et pire encore, quand on parle de dénuement, on parle surtout de vulnérabilité. Et quand on devient un homme vulnérable, ça veut dire qu'on ne peut pas se soigner, ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, ça veut dire qu'on ne peut pas manger à sa faim. Du coup, on devient un homme fragile. Et la vie, c'est la lutte pour la survie. C'est un combat. Il devient donc difficile pour une personne dans cette situation de prêcher l'honnêteté qui elle-même renvoie à quoi? À la pratique de la vertu, à la pratique de la probité. La probité, c'est l'extrême honnêteté. Alors, vous pouvez être extrêmement honnête dans un environnement où vous tirez le diable par la queue, ça devient difficile. Très difficile. Je pense que pour la lutte, si je veux, pour nous qui avons fait la vieille école, nous avons lu le mandat de Saint-Ben Ousmane. Et à travers le mandat de Saint-Ben Ousmane, voilà le personnage principal, Ibrahim Adjeng, qui est à la retraite, qui reçoit un mandat de 25 000 francs venant de France. Et il s'y emploie pour rentrer dans son dû. Il n'a même pas de carte nationale d'identité. Il a un Gorgui Maïssa, c'est-à-dire l'incarnation même de l'escroc, qui est son voisin. Il dépense plus de 25 000 alors qu'il devait recevoir un mandat de 25 000. Et il conclut en disant, moi aussi, je vais me revêtir de la peau de lienne. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où il n'y a que des escrocs, il y a des loups. Il faut donc se soumettre au jeu. Parce que sinon, mais ça c'est le constat. Je dis bien que ça c'est la réalité et qu'on ne développe, qu'on ne vienne pas jouer les intègres sur un plateau où la réalité est implacable. La réalité c'est la dureté, c'est un monde de loups. Et d'abord même, la nature elle-même. La nature même est dure. Ne fait pas pourquoi quand le lion pour qu'il se nourrisse, il doit attraper, je ne sais pas moi, ou le lièvre, ou je sais que l'animal. D'abord, la nature elle-même, la dureté, la méchanceté est inscrite dans la nature humaine. Et à plus forte raison, en être humain. Et je pense donc qu'il est difficile de vivre. Mais l'être humain, parce que raisonnable, doit aspirer aux valeurs. C'est pour cela qu'il faut faire un effort surnaturel, un effort supérieur pour passer cette vie instinctive, parce que pour la survie, pour que nous orientions effectivement dans la promotion axiologique, c'est-à-dire dans la promotion des valeurs. Merci, docteur Essoba. Pierre Blériot-Niémec, nous parlons de misère et d'honnêteté ce matin. Le docteur Essoba dit que à un moment donné, il faut qu'on cesse
de venir jouer au beau sur les plateaux de télévision. Il dit que quand on est misérable, c'est très compliqué d'être toujours honnête. Vous vous situez à quel niveau? Non, le docteur Essomba a décrit la réalité, mais il faut dire que le docteur Essomba est philosophe. Tout à fait. Et très objectivement, les philosophes, depuis les présocratiques, ont étudié la question. Et je vais parcourir 2 ou 3 jusqu'à un Camerounais. Socrate s'est prononcé sur la question et il a dit qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Ouais. Socrate dit qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Je vais faire un parallèle rapide avec Njomwele. Parfait, la problématique que vous posez, la voici. Il y a 2 misères chez Njomwele, la misère objective et la misère subjective. La misère objective, c'est l'ignorance, autre et tout, et la misère matérielle est la misère subjective. Si en plus de n'avoir rien entre les mains pour vivre, vous n'avez rien dans la tête, Ça devient compliqué. vous n'avez rien appris, vous n'avez pas été éduqué, humanisé, vous êtes donc à la vérité un animal primaire. Tout ce qui vous manque, c'est la queue. Donc, oui, donc la notion d'honnêteté, on ne naît pas avec ces notions de mots. Non. Il y a un petit environnement qui se crée et on vous éduque. Et parmi les éléments de la morale, il y a l'élément intellectuel. Chez nous, l'élément qui prime souvent dans la morale, c'est l'élément religieux. Parce que vous voyez, ce genre de comportements sont les comportements des personnes qui ont une attitude religieuse très élevée, qui estiment que la foi en Dieu leur permet de résister à toutes les autres oppressions. Ça, c'est une éducation. Si vous n'avez pas une telle éducation, je vais donc vous montrer quelque chose de dangereux. Ce n'est pas les misérables les plus malhonnêtes. C'est même ceux qui possèdent déjà qui sont encore les plus malhonnêtes. Parce que le fait de posséder, sans éducation morale, vous amène à vouloir encore posséder. On dit souvent quand quelqu'un est riche, si tu le... Non, non. La plupart des personnes qui escroquent, qui mentent, qui volent, c'est des personnes qui ont déjà le minimum. Donc, pour revenir à votre problématique, il faut un minimum. Parce que le docteur Essomba l'a dit, nous devons reconduire ne serait-ce que notre être physique. Si j'ai de la nourriture devant moi, et d'ailleurs, même le droit a prévu cela comme étant, faisant partie de ce que les juristes appellent les délits de grivellerie. C'est-à-dire que si j'ai faim, je veux mourir, je vois la nourriture, je la mange. Bien sûr. Je n'ai pas, il fallait que je survive. Tu entres au supermarché, tu peux manger, sans rien emporter, on te jette. Je voulais mourir, j'ai pris les gâteaux, j'ai mangé. Le problème, c'est que pour revenir à la réalité des choses, comme nous sommes vraiment réalistes, entre dans la boutique d'un Sénégalais et tu prends son pain chargé, après tu lui dis, tu verras. Non, enfin, ce que nous voulons, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je veux dire que la misère peut nous conduire à des situations de déshumanisation. Ouais, vous retrouvez en train de quémander la nourriture. Quémander, c'est-à-dire, vous venez dire à quelqu'un que pardon, mon frère, si tu ne me donnes pas le pain, je vais mourir. Vous cognez à une porte. Vous savez, mon grand-père me disait que la famine, au stade suprême, est comme la diarrhée. On ne s'embarrasse plus de morale. Le président Paul Biya avait dit à la tribune des Nations Unies, il y a une vingtaine d'années, qu'un homme affamé est un homme sans dignité. Effectivement, parfait. Moi-même, j'ai déjà eu faim. À un moment donné, tu commences à avoir comme des sortes de vertiges. Ça, c'est le début. Mais après les vertiges... Tu ne peux même pas dormir, il n'y a pas de soucis. Non, les organes commencent à se contracter. Et les cauchemars commencent. Tu as l'impression que les mauvais esprits te pourchassent. Non, à ce niveau-là, on ne parlera pas d'honnêteté, mais de désir de survie, comme il a dit. La malhonnêteté commence lorsque l'individu a pu reconduire son existence, au moins. Parce que l'instinct de survie ne demande pas... Non, c'est un peu... Les gens racontent souvent, si ta mère et ta femme veulent se noyer, tu vas sauver qui? C'est faux, tu vas d'abord te sauver. Toi-même. Parce que c'est l'instinct de vie qui te dit que si tu n'as pas la capacité de faire ci, ne t'y aventure même pas. Si ta mère tombe dans, je sais pas, en plein milieu des chutes de la Sanaga, parce que c'est ta mère, tu vas alors que tu ne sais même pas nager. Donc le misérable n'est pas un humain. On lui a enlevé cette partie de l'humain. L'humain n'est pas l'homme. L'homme, c'est l'animal qui est là. L'humain, c'est autre chose.
Si on vous enlève tout ce qu'il y a d'humain, donc de dignité, Très vous bien. n'êtes plus humain. Vous ne pouvez donc ni être bon ni mauvais. Merci Blériot. Jeanne-Rosine Vandor, nous parlons donc des Misérables. C'est le titre D'un ouvrage. d'un ouvrage, D'un hein, ouvrage un Victor grand Hugo. philosophe. Les Victor Hugo, Misérables. oui. Les philosophes sur le plateau doivent aduler cet ouvrage. Passons. Alors, est-ce que le fait également de dire que bon, si on est misérable, entre guillemets, on n'est plus tenu par l'honnêteté, est-ce que quelqu'un qui nous suit au quartier ne va pas dire, voilà donc les gens qui encouragent la malhonnêteté? Parfait, pourquoi devient-on misérable? Il faudrait se poser cette question-là. Je parle toujours, j'ai dit, en tant que parent, lorsqu'on fait des enfants, on se rassure de pouvoir assurer ses enfants d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Premièrement, sur le plan éducationnel. Deuxièmement, sur le plan professionnel, parce qu'il faudra apprendre à l'enfant à pouvoir chercher d'une manière claire. Nos parents deviennent misérables parce qu'ils n'ont pas pu faire leur travail. Vous allez voir un parent qui a travaillé peut-être 30 ans à la CNPS ou à la Camoteur, il n'a pas su gérer ses biens, il n'a pas su gérer peut-être le revenu qu'il avait à la fin du mois. Il passait le temps à monter, descendre avec les petites filles, il jouait les grands boss dans la famille. Il s'est dit j'ai le temps, il n'a pas pu penser à son lendemain. Du coup, quand il va à la retraite, il devient mendiant, il devient misérable. Déjà, cela a joué sur son psychique. Il commence à embêter les gens. Et cela joue aussi sur sa génération. On n'est pas misérable parce qu'on veut, c'est parce qu'on le devient. Quand on est, c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas pour venir nuire à la misère. C'est nous-mêmes qui appelons cette misère-là. Parfois, aujourd'hui, vous êtes un grand modérateur. Vous avez des personnes tout autour de vous. Vous pouvez exploiter ces opportunités-là. Mais vous ne le faites pas. Vous dites non, ce sont ces personnes qui vont venir vers vous. C'est faux. C'est vous qui devez exploiter cette opportunité. Vous me passez un conseil en direct. Ah, d'accord. Donc, J'ai cela suivi. donc, Il faut que je me rapproche de plus en plus du docteur Essomba. Oui, tout à Que fait. je laisse l'orgueil. vous laissez l'orgueil parce que le docteur est son bas pour vous apporter un plus sur le plan moral. Et peut-être sur le plan éthique, comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous êtes face à une certaine personne. Tout à fait. Donc, l'honnêteté dans l'affaire de misère, parfois ici, on peut être misérable, mais on est honnête. Lorsqu'on a de l'intégrité en nous. Ce n'est pas parce qu'on est misérable qu'on va se pencher en tout temps, être derrière les gens pour demander non. Lorsqu'on constate que ça ne donne pas, parfait, je le dis toujours, on a des mains, on a une tête. Il ne faut pas être dépendant des gens. Il faudrait aussi se battre. Si ça n'a pas donné chez X, ou sur X, je peux en faire ailleurs. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit que parfait, c'est pas une malédiction d'être né d'un papa pauvre ou bien des parents pauvres, mais ce sera votre tort si vous mourrez pauvre. Tout à fait. Ce n'est pas parce que mon papa il a été misérable que moi aussi je vais suivre ce cours de misère. Non, je peux faire plus que mon papa et faire une fierté pour ma famille. Donc je disais tantôt que l'intégrité aussi va chez des personnes misérables. Quand vous êtes misérable, ne laissez pas les personnes pouvoir vous s'emparer de vous. Lorsqu'on est misérable, Mais si tu es on a en train encore de la parler force, de quelqu'un de pauvre, pas de misérable. peut-être Oui, pauvre. non, quand je dis, Parce que ça il faut ne qu'on définit fasse pas la nuance, valeur. hein. Ça ne définit Non, pas ce la que valeur. Blériot dit est vrai. Jeanne, tu Jeanne, parles de quelqu'un de pauvre. de pauvre, Non, je non parle de misérable. Non, pas Misérable. ici. Nous avons le misérable peut être celui professionnellement, dans la tête. Moi, je parle de la tête. On n'est pas misérable parce qu'on est si pauvre, parfait. Non, prends vraiment au terre à Non, terre. non, notre Misérable. misère qui nous intéresse trop ce matin, C'est c'est financier. vraiment la misère matérielle. C'est-à-dire que... Non, parfois, avant d'être misérable matériellement, moralement, on est misérable. Merci, Jeanne-Rosine. Oui, Roger veut rapidement rebondir. Oui, alors je vais dire à Jeanne que nos parents, pour la plupart, naissaient dans les années 30, 20, 30. Oui, Ils ont connu la misère. oui, oui. Mes oncles partaient de Bafia pour venir faire l'école à Yaoundé à pied. Oui. Enfin, ils passaient des jours, Avec des bagages sur la oui, tête. avec des bâtons de manioc, l'arachide. Mon père me disait que quand, à la pause de midi, tu cherchais un palmier où tu peux trouver des noix de palme Pour par terre, manger. pour concasser. Et puis, si tu réussissais à creuser du manioc, tu mangeais des noix de palmis avec du manioc, tu Cru. buvais de l'eau. C'était des grandes disettes.
c'était des grandes misères. C'est la condition du pays dans ces années-là, 30, qui a mené ces gens qui naissaient comme ça, là, quelque part. Le Cameroun n'était pas indépendant, c'était l'indigénat, à vivre comme ça. À vivre comme ça. Et ma grand-mère partait de Bafia, avait des sacs de palmiers sur la tête pour aller vendre au marché colonial de Seka, me dit-elle. J'ai dit que c'était Ezeka, parce que c'était un marché colonial allemand. Un grand carrefour. On faisait des jours pour aller vendre des palmiers et gagner un peu d'argent pour acheter dans un petit tissu, un pagne, un peu de sel ou des choses comme ça. Ça a été connu. Et les pauvres font beaucoup d'argent, d'enfants, hein. Oui, sans possibilité. C'est Josué de Castro qui l'a dit. Voilà. Maigre est la table du pauvre, fécond le lit de la misère. Maintenant, je termine en disant que, vous savez, c'est une condition aussi, la misère. Quand le train qui transportait du carburant était tombé ici en Sam. En 98. En 98. Ouais. Ce jour-là, je passais avec l'un de mes frères dans la voiture. J'ai vu des gens, la chair tomber, la peau tomber complètement des gens. J'ai vu des gens mourir dans la souffrance. Ces gens-là avaient accouru pour prendre le carburant. Vous savez, simplement parce que leur situation de misérabilité les conduisait vers la manne qui tombait du ciel. Chaque fois qu'un camion de... Non, attention. Il a dit, vous n'avez pas de dignité. Roger, quand vous n'avez rien, Roger, vous êtes misérable. Roger, oui. Tu sais ce que Monseigneur Jean Zoa, l'archevêque métropolitain à l'époque de la ville de Yaoundé, avait dit dans une messe écuménique en présence du président Paul Biya. Il a dit, ces enfants, ces hommes qui sont morts, ce sont les morts. C'est la mort de la honte, c'est la mort de la misère. Très bien. Et j'ajoute, chaque fois qu'un camion de biens, de brasserie tombe quelque part, même dans nos villages là, je vous assure que ces gars-là c'est dangereux. Font cela pour se saouler la gueule. Et boivent comme des fous. Parce qu'en réalité, l'instinct de survie, l'instinct d'aller boire qui les guide, ne les a même pas réfléchi que la justice existe ou que les poursuites peuvent venir ou quelque chose. Tout de suite là, ils veulent se soulager. Très bien. Et il faut éviter, dans un contexte comme le nôtre là, de sécréter, de laisser sécréter des vagues de population misérables. Parce que ces gens-là, quand vous entendez parler des microbes et autres là, quand ces gens-là se déchaînent comme une armée pour aller chercher leur pitance, vous avez vu la chute de Mobutu, n'est-ce pas, ou à Gbadolité, des gens escaladaient des murs pour essayer, en se disant, en se trompant, mais en se disant, c'est dans ces barrières-ci que il y a de l'argent, il y a notre argent, notre destin, notre survie. En clair, c'est un état d'esprit, un état de nature. Nous devons construire une société, un environnement où de plus en plus on se bat pour réduire la misère. Parce que la misère est dangereuse. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Niémé, que tu es un génie, tes interventions, c'est le miel. C'est Nicolas d'Onkolmesan qui envoie le message. Merci Nicolas. Il y avait un grand joueur des Lions indomptables. Hein. Il s'appelait Nicolas. Nicolas Nkolo. Il y avait aussi Nicolas Noudji. Bonjour Perfecto, je suis disponible pour apporter mon expertise au débat républicain. C'est un message qui date même d'abord du 4 novembre. Et il renvoie le même message aujourd'hui. Hein. Bonjour Monsieur Parfait, ici, j'aurais bien voulu faire étalage de toute mon expertise, de mon expérience sur le thème très révélateur d'aujourd'hui. Un misérable peut-il toujours être honnête? C'est Gabriel et Michel Chougem, leader d'opinion, enseignant syndicaliste. Pourquoi n'a donc pas dit? Ou bien ça arrive? Il aurait bien voulu faire étalage de son expertise, de son expérience. Donc les gens sur le plateau là, c'est rien. C'est zéro. Il aurait ajouté. Un autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour Perfecto. Pour la problématique, voici ce que dit Karl Marx. C'est la condition matérielle qui détermine la conscience. Et non l'inverse. Ouais. Bonjour aux camarades Essomba et Blériot, Université de Yaoundé 1, année 95-2000. Msanga, bisous sur le front, à la nounou sur le plateau. Vous avez bien commencé, hein?
Non, il y a une nounou sur le plateau. Et il envoie un message depuis Nyom. On m'a dit qu'il y a une très haute personnalité qui habite Nyom. Je vais me renseigner. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Perfecto pour ce qui est du thème. L'honnête est... Il voulait dire l'honnêteté est une vertu qui relève des valeurs morales de l'être, dont la réponse est oui, mais tout dépend de la personne. Et là, oh là là, c'est pas bien écrit, hein, Raphaël de Kribi. Il faut souvent bien écrire vos messages. Un autre message, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous, je suis d'accord avec la dame que les manifestations matérielles de l'extérieur sont conditionnées par votre mindset intérieur. Maintenant, la reproduction sociale n'est pas à prendre à la légère. C'est Nicolas de Fougerolles qui envoie ce message. Autre préoccupation ce vendredi matin. Bonjour le plateau, belle émission. Blériot, j'aime trop t'écouter. Nous sommes tous fans de toi, mon fiancé et moi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bonjour parfait. 80% des fonctionnaires sont des misérables à cause de la malgouvernance. Aucun misérable ne peut être honnête dans ces conditions. Pour lui, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Autre message ce jour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à tous sur le plateau. Parlant du thème du jour, il est certes difficile pour un misérable d'être honnête. Cela n'est pas impossible cependant. Monsieur Niemek l'a si bien dit, tant que la morale individuelle ne devient pas décadente, l'individu préférera commander que de briller par des actes de canaillerie. C'est que M. Kiekdekiki explore au plus l'aspect mental de la misère. Permettez-moi, en passant, M. Aïssi, d'ajouter un mot à la dénonciation de Madame Mvondo. Nous avions vécu l'arrivée de ces Lao, enfants mendiants étrangers, ici à Marois, vers 2010, et quelques années plus tard, il a été constaté que parmi ceux qui se faisaient exploser, la grande majorité était de ces jeunes. Redoublons d'attention. Bonne suite d'émission.